Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA spécial finale de The Free Agent et aujourd'hui avec Maxime. Comment tu vas Maxime? Salut Charles, salut tout le monde. On va débriefer du match 3 et on va parler du match 4 qui se profile. Bon, les Bucks l'ont fait, Maxime. Ils ont réussi à en prendre un, c'est ce qu'on avait plus ou moins dit. Les statistiques ne nous ont pas trompé une nouvelle fois. Victoire en plus plutôt large quand même, de 20 points, 120. Ah bah c'était un blowout. Hein. Voilà, 120 à 100. Les Suns ont vécu une soirée assez difficile, on reviendra après, mais on va d'abord parler, si tu veux bien, de celui qui représente cette franchise des Bucks, Giannis Antetokounmpo, qui réalise encore une performance absolument monstrueuse avec 41 points. Premier joueur, si je ne me trompe pas, depuis Shaquille O'Neal à faire 2 matchs consécutifs à plus de 40 points et plus de 10 rebonds. C'est ça. C'est ça. Je confirme. Puis il y a une autre personne sur ces 25 dernières années qui a fait ça, c'est un Michael Jordan, mais bon, ça personne ne le connaît. Pas très connu, ouais, pas très connu. Bon, ça place un petit peu la performance de Giannis, qui prouve à nouveau qu'il est véritablement à 100% et qui montre que c'est lui le patron chez les Bucks. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de sa performance? Honnêtement, il est monstrueux. Monstrueux, et honnêtement, les Suns, depuis le début de la série, ils n'ont pas de solution. Et c'est. Voilà. Et c'est. Giannis, c'est vraiment. Alors, si les Bucks gagnent des finales, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin le MVP des finales. Hein. Et même, j'ai envie de dire, même s'ils perdent, on pourrait assister pour la première fois depuis. Comment il s'appelle? Jerry West. J'ai plus en tête le dernier. Comment dire? Il me semble que c'était Oscar Robertson, de mémoire, qui était le dernier finaliste NBA à avoir perdu les finales et avoir été élu. Remporté. Mais j'ai un doute. Hein. Si des personnes qui nous écoutent peuvent nous aider, ce sera avec grand plaisir. Oui, c'est vrai que. Alors, je cherchais en même temps. Non, il y a eu une seule exception qui a été faite. C'est bien Jerry West, qui en 69, alors que les Lakers perdent face aux Celtics, c'est lui qui remporte le titre de MVP des finales. Donc, oui, ça me paraîtrait pas non plus déconnant de voir un Giannis remporter le titre de MVP, même dans une défaite. Après, ça sera un autre débat sans doute, mais je pense que pour l'ensemble de son œuvre, Chris Paul tient déjà, quoi qu'il arrive, la corde raide. Le supporting cast a bien répondu présent ce coup-ci. Côté Milwaukee, c'est ce qui a aussi sans doute permis aux Bucks de s'imposer. Comment tu as trouvé cette équipe dans son ensemble On va dire qu'il y a un joueur qui s'est enfin mis à jouer sur ces finales qui s'appelle Jrue Holiday, n'est-ce pas, qui était passé totalement à côté des 2 premiers matchs. Chris Middleton a été consistant, et ça, c'est pareil, ça change beaucoup de choses. Mais c'est sûr que quand les 3 sont à peu près sont au moins à 20 points, l'équipe devient tout de suite difficile à battre. On a un Brook Lopez et un Bobby Portis qui ont été aussi très intéressants à l'intérieur. Et puis PJ Tucker en défense qui a anesthésié Devin Booker. Donc, voilà. On a l'impression effectivement que on va dire, mini break de 3 jours leur a fait du bien. C'est ce qu'on avait dit dans le débrief du match 2. Ça leur a permis sans doute de beaucoup plus travailler, de pouvoir vraiment peaufiner au final une tactique pour pouvoir contrer enfin cette attaque des Suns et pour pouvoir aussi
percer la défense parce ils avaient mis 108 points lors des premiers matchs. Là, ils passent à 120. On retrouve un petit peu l'attaque, on va dire, classique de Milwaukee. Euh, Est-ce Moi, je suis que pas tout à fait c'est... d'accord avec toi, pour être honnête. Ouais, Parce que en fait, c'est surtout, je trouve, c'est parce qu'ils avaient les tirs. Ils ont eu les tirs. Middleton et Holiday avaient les tirs, mais ils les mettaient pas. C'est voilà. C'est-à-dire que au niveau du jeu, honnêtement, j'ai pas vu une évolution dans le jeu. Ils se sont fait quelques passes en plus, mais ils faisaient déjà des passes avant, sauf qu'elles n'étaient pas décisives du fait du manque de comment ça s'appelle, du manque de réussite au tir. mm. Mais euh, pour moi, clairement, au niveau du jeu, il n'y a pas eu une grande évolution. Il y a eu une réussite au tir supérieure, mais c'est vraiment la grande différence que je vois avec les deux premiers matchs. Alors, est-ce que cette victoire n'est pas justement une combinaison de, on va dire, de faits qui font que les Bucks, du coup, gagnent? On va dire que ils étaient meilleurs au shoot, ils ont été meilleurs au tir. Et puis, de l'autre côté, les Suns ont été, pour le coup, beaucoup moins bons. Ah oui, tout à fait. C'est sûr qu'un Devin Booker qui passe totalement à travers son match, alors, vraiment à travers, il marque 10 points, mais c'est à 3 sur 14. Ça lui arrive pas souvent. Bon, Ça ça lui lui arrive pas arrive pas souvent, ça souvent. lui arrivera pas souvent, à mon avis. Non. Chris Paul a été à la hauteur. Ayton a fait un bon match, même s'il y a eu des gros problèmes sur Yanis. Crowder a fait aussi un bon match. Mais c'est vrai que Miles Bridges, qui avait fait un super match 2, bah, il a totalement disparu. Donc, voilà. Est-ce que le fait d'avoir joué à l'extérieur les a pas un peu, je sais pas si on peut dire paralysés, mais à pas rajouter de la pression supplémentaire? Moi, je ne crois pas trop à ce niveau-là de jouer en NBA, que ça puisse, en finale NBA, que ça puisse jouer vraiment sur le niveau de jeu d'une équipe. Je pense que ça a pu galvaniser, et en particulier un Yanis a pu, au lancer franc, a pu enfin se reposer et mettre un 13 sur 17 au lancer franc, ce qui est énormissime. Voilà, là, il est dans les standards on va dire, normal dans des standards normaux pour un joueur NBA. Mais clairement, je ne pense pas que que le fait de jouer à l'extérieur ait un impact sur le niveau des Suns. Par contre, à mon avis, d'avoir joué à domicile a eu un impact sur les Bucks. Je ne sais pas si toi, tu as dû la voir, évidemment, puisque tu couvres les finales, mais nos auditeurs l'ont peut-être pas vu. On vous invite à regarder la vidéo d'introduction qu'ont concocté les Bucks pour le début du match, où on voit notamment le joueur des Packers, David Bakhtiari, s'enfiler une bière à la vitesse de l'éclair, comme il a l'habitude de le faire quand il est en courtside. Euh, ils ont vraiment mis le paquet pour mettre les Bucks, à mon avis, dans les meilleures dispositions possibles. En conférence de presse, on a vu un Giannis Antetokounmpo qui était détendu, qui faisait Hmm. même des blagues en disant que il était là juste pour pas se prendre une amende. Il a il, il apparaissait quand même assez détendu, alors que pourtant les Bucks étaient menés 2-0. Alors, peut-être que c'était le secret aussi et que ça leur a permis. Mais je pense clairement que le fait d'avoir joué à domicile les a vraiment aidés à, à avoir un léger. Je suis d'accord avec toi sur le fait que à ce niveau-là, de jouer, de changer d'atmosphère a un impact, mais n'a pas un impact si grand que ça. Maintenant, je pense que les Bucks avaient quand même un léger avantage psychologique sur les Suns avant le début du match, parce que il y avait l'atmosphère qui était là, c'était les premières finales à Milwaukee depuis le milieu des années 70, donc voilà, toute une combinaison de choses qui font que les Bucks
était sans doute un petit peu plus galvanisé et un peu plus à même de remporter ce match. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que les Bucks, eux, par contre, ont bénéficié de cette atmosphère vraiment très forte de la Bucks Nation autour du Pfizer Forum. Parce qu'il faut voir ce que c'est le monde public qu'il y a dans la salle, c'est une chose, mais en dehors, dans ce qu'on appelle en Europe la fan zone, qui est vraiment autour de la salle, et où là, devant les écrans géants, c'est quelque chose d'impressionnant. La Deer Nation, comme il s'appelle, c'est quelque chose de vraiment c'est impressionnant. Et que ce soit à domicile ou quand ils jouent à Phoenix. Absolument. Ce sont des supporters qui suivent très bien et qui sont qui sont amoureux de leur équipe dans Un peu ce. comme les fans des Packers, hein, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Exactement, les Cheeseheads qu'on salue et qui vont C'est ça. passer une année NFL sans doute un petit peu compliquée, mais ça, c'est une autre histoire. Si on se projette un petit peu sur ce match 4, on attend bien entendu une réaction des Suns après avoir pris euh, allez, une petite claque quand même. Mhm. Euh, Est-ce que Monty Williams va trouver la faille et va avoir eu assez de temps pour analyser le pourquoi du comment de leur défaite? Ben, pour moi, clairement, la solution, il n'y aura pas de solution sur Yanis. Il ne faut pas se faire d'illusions. Yanis marche sur l'eau depuis le début de la série. Que ce soit Crowder ou Ayton, il souffre et Ayton a été comment dire, largement diminué par les fautes, a clairement été pénalisé par les fautes, ce qui a rajouté une difficulté, sachant que on a eu en début de série, malheureusement, la blessure assez grave de Dario Saric, et que Kaminski ou Chris Johnson ne font pas forcément la paire à ce niveau-là. Cameron Johnson, pardon. Donc pour toi, les Bucks ont une chance au final de revenir à 2-2 Alors, une lors du chance, match 4. je ne sais pas, sachant que Devin Booker, à mon avis, va retrouver son niveau d'efficacité à ce niveau-là. Il va revenir. Chris Paul va se maintenir. Ça va être un match beaucoup plus serré. Ça va vraiment être le match tournant de cette série. Parce que si les Bucks reviennent à Milwaukee, même en étant menés 3-2, pour un éventuel match 6, ça peut vraiment changer. Et là, vraiment, la série peut aller au 7. Ça, j'y crois. Par contre, clairement, si les Suns reviennent à Phoenix en menant 3-1, ça changerait beaucoup de choses. C'est Ouais. vraiment un match clé dans la série, comme bien souvent le match 4, surtout quand il y a eu une victoire de l'équipe qui était menée 2-0 au match 3. Le match 4 est souvent le match qui fait, qui donne pas loin de donner le vainqueur des séries. Ouais, les Suns en plus sont plutôt pas mauvais à l'extérieur. Sur la saison, ils ont un bilan de 24 victoires pour 12 défaites. Ouais, il y a. Je pense effectivement, et je te rejoins sur le fait que Devin Booker va pas faire deux matchs consécutifs à un niveau aussi médiocre. Ils auront eu un peu de temps aussi parce qu'entre dimanche et mercredi, bah, du coup, pareil, il y a encore de nouveau 3 jours. Donc, ça leur permet de retravailler davantage certaines choses. Et je pense qu'on peut faire confiance à Devin Booker pour être à la salle dès 4 heures du matin pour travailler son shoot et certains aspects tactiques. Euh, les Bucks je pense pour moi, ont eu le sursaut d'orgueil qui était attendu. Euh, mais je pense que si on regarde le match 3, pour moi, effectivement, et tu l'as dit, Maxime, il n'y a pas eu de. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont été. Comment dire ça? Ils n'ont pas surclassé leur adversaire alors qu'il était au meilleur niveau. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les Suns Oui, tout à n'étant fait. pas à un niveau
qu'on leur connaît. Ils n'ont pas joué à leur niveau, les Suns, clairement. Voilà. Donc forcément, les Bucks ont eu assez rapidement un avantage. Ils n'ont pas forcément eu besoin de forcer non plus énormément leur talent. Ils se sont à nouveau reposés sur Giannis. Ça a fonctionné cette fois-ci. Maintenant, je ne suis pas sûr que si les Bucks reviennent à un niveau qu'on leur connaît, comme tu le dis, je pense que Monty Williams a fait une croix sur Giannis et il préférera s'occuper du supporting cast parce qu'il sait très bien qu'un seul joueur ne peut pas faire tout. Par contre, si on coupe les lignes de passe entre Middleton et Yanis, ou entre Jrue Holiday et Yanis, ou les autres lignes de passe qui peuvent exister, et qu'on arrive à isoler suffisamment Yanis pour le forcer à aller sur du 1 contre 1, etc. On n'a pas parlé de Ayton, mais ça me fait penser à ça. Ayton a eu un problème de faute aussi. Donc, je trouve qu'il y a eu une combinaison de choses qui font que les Bucks n'ont pas eu besoin forcément de trop forcer pour l'emporter. Les Suns se sont piégés eux-mêmes par les fautes, par le manque d'adresse. Donc, 3 jours, pour moi, c'est largement suffisant. On l'avait dit pour les Bucks entre le match 2 et 3. Donc, je pense que ces 3 jours seront aussi suffisants pour les Suns pour corriger le tir. Et puis, Monty Williams, il l'a montré, il est capable de changer de tactique en plein match pour s'adapter. Je pense qu'en 3 jours, il est largement capable, et je pense que tu seras d'accord avec moi, pour trouver Oui. une nouvelle solution là-dessus. Alors, de toute façon, ce qui a pêché, ça a clairement été la défense. Il y a vraiment eu un gros problème de défense dans le deuxième et le troisième quart-temps. Yanis a joué à un niveau absolument incroyable, son niveau de MVP, c'est un fait. Mais par contre, la défense sur les autres joueurs, sur son parting cast, clairement, il y a eu des soucis. À un moment donné, des shoots ouverts. Alors, il y a eu une grande réussite au tir parce que, mais bon, faut pas faire d'illusions. À un moment donné, la réussite, c'est aussi parce qu'à un moment donné, la défense est en retard sur les switches défensifs. Donc, clairement, je pense qu'il y a eu un gros travail de fait par Monty Williams, en particulier aujourd'hui, qui va être fait aujourd'hui, puisque hier, ils étaient en repos, pour changer tout ça. Ton petit pronostic, du coup, pour ce match 4? Je vais rester sur ce que je pensais, y compris sur le match 3, à savoir une victoire courte, mais très courte des Suns. Je dirais à moins de 5 points des Suns. Pour un Moins de retour, 5 points des Suns, ouais. Ouais, ouais. pour un retour à Phoenix et peut-être conclure la série dès samedi soir. Je pense que les Suns vont gagner aussi mercredi. Alors pour l'écart, de toute façon, mis à part le petit blowout du match 3, les autres matchs se sont joués en 10 points. Donc, je pense que ça jouera en moins de 10 points, effectivement, sur ce match 4. On parlait de la combinaison de choses qui font que Yanis, s'il arrive à faire de nouveau un match à plus de 40 points, on rentre dans quelque chose Stratosphérique. qui est stratosphérique et qui est, voilà. S'il le fait, bah, bravo, chapeau, on pourra que faire ses louanges. Maintenant, je trouve ça difficile de le répéter une troisième fois, de mettre plus de 40 points, prendre plus de 15 rebonds. C'est quand même très, très, très compliqué. Donc là aussi, l'adresse au shoot des Bucks va régresser. Forcément, ils étaient à un niveau qui est pas soutenable sur le long terme. De l'autre côté, les Suns peuvent que remonter. Donc, un rééquilibrage des choses font que pour moi, les Suns euh, sont au-dessus encore sur ce match-là et de manière générale, de toute façon, sur la série. Donc, victoire des Suns, moins de 10 points, et on repart à Phoenix pour le dernier match de l'année. On va dire ça comme ça. Oui, moi, de mon point de vue, ce qui risque de se passer, honnêtement, je suis capable de totalement retourner ma veste en cas de victoire de Milwaukee.
Bien sûr. Préviens la France. Non, mais bien sûr. Mais je pense que ça changera la donne si Phoenix revient à la maison à 2-2. Wow. Là, ça change un petit peu la donne. Je pense pas que ça la change énormément, puisqu'ils gardent l'avantage du terrain. Maintenant, effectivement, c'est sûr que c'est pas forcément la même chose dans l'état d'esprit de revenir à 2-2 que de revenir à 3-1. À 3-1, on sait que c'est quasiment plié. Il n'y a qu'une seule équipe qui l'a fait. Statistiquement, c'est quand même très improbable de revenir et de gagner 4-3. Bon. Bon, on verra mercredi, jeudi, pour voir ce qu'il en sera pour le match 5, qu'on vous débriefera, comme on l'a fait là jusqu'à présent sur toutes ces finales. On débriefera ça avec Maxime. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce match et sur peut-être le match à venir? Non, par contre, j'ai envie de rajouter une chose, c'est sur ces séries, c'est quand même des très très belles finales NBA. Alors, c'est pas les plus flashy, c'est pas les deux équipes les plus bankable, qui font rêver le plus de monde, mais au niveau du jeu, il y a vraiment des très belles choses. Il y a vraiment une opposition de style entre un jeu collectif d'une part et un jeu beaucoup plus, pas individuel, mais basé sur des exploits individuels de l'autre. Et c'est vraiment une opposition de style qui mérite vraiment d'être vue. Et même aux États-Unis, preuve en est que ces finales intéressent, les audiences sont en hausse. Donc, tout montre et tout confirme à la NBA qu'il n'y a pas que les gros marchés, effectivement, comme tu le dis, et que avant tout, ça reste le jeu. Et je pense que le fait que Milwaukee soit revenu à 2-1 change aussi, va contribuer à ce que les audiences continuent de grimper parce que ça va rendre cette série beaucoup plus haletante. C'est vrai que si les Suns étaient à 3-0 au moment où on se parle, l'intérêt aurait sans doute été beaucoup plus faible. Parce que clairement la série était quasiment pliée. Merci Maxime, une nouvelle fois. Merci Charles, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous en effet de nous avoir écoutés à nouveau pour ce podcast, et puis on se retrouve très très vite, hein. Forcément le match étant mercredi, on se retrouve très très vite pour un nouveau débrief de ces finales NBA. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien entendu sur tous les réseaux sociaux et que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast et j'en passe et des meilleurs. Merci à tous, passez une très bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode.